Dans ce cours, on va s'intéresser aux conversions d'énergie réalisées dans un dispositif électrique en général, mais avec l'exemple d'une pile qui est un réservoir d'énergie chimique, ce que confirme sa constitution interne avec la présence d'espèces chimiques qui peuvent réagir chimiquement. La pile est donc un convertisseur d'énergie chimique en énergie électrique bien sûr, mais pas à 100% à cause d'une autre forme d'énergie que nous découvrirons. Et nous évaluerons alors le réel rendement de la conversion. Quelques rappels auparavant sur les grandeurs électriques comme l'intensité du courant. Alimentons deux ampoules en dérivation avec un générateur de tension continue de 6 volts, car leur tension nominale est pour chacune de 6 volts, c'est-à-dire que c'est la tension à imposer pour qu'elles reçoivent chacune la puissance prévue, 6 watts pour la première et 1,8 watts pour la deuxième. Le circuit est schématisé ainsi. Le courant noté grand I sort par convention par la borne plus du générateur et lorsqu'il arrive à ce nœud, il se partage en deux courants, I1 et I2, ce que traduit la loi des nœuds, I égale I1 plus I2. Vérifions cette loi expérimentalement en mesurant ces trois intensités avec trois multimètres utilisés en ampères-mètres et symbolisés ainsi. Les ampères-mètres sont placés en série et tels que le courant rentre par la borne A et ressort par la borne C, ce que précise ce nouveau schéma. On insère les 3 ampères-mètres comme indiqué ici et on retrouve bien que I1 plus I2 est égal à grand I. Intéressons-nous maintenant à la mesure d'une tension électrique qui se fait avec un multimètre utilisé cette fois en voltmètre et placé en dérivation. Mais selon l'essence des branchements, on peut mesurer deux tensions différentes, une positive et l'autre négative. Et pour les distinguer, on les symbolise par une flèche, la pointe de la flèche indiquant le côté où doit se trouver la borne V du voltmètre. Et pour pouvoir mesurer à chaque fois une tension positive, il faut respecter des conventions selon que le composant est un générateur ou bien un récepteur. Tout d'abord en convention générateur, la tension à mesurer pour qu'elle soit positive est celle-ci. La flèche de la tension est I dans le même sens. Le voltmètre est donc à brancher ainsi, la borne V du voltmètre du côté de la pointe de la flèche. On réalise le branchement et on lit bien une tension positive de 6 volts. Maintenant, en convention récepteur, les tensions à mesurer aux bornes des deux lampes pour qu'elles soient positives sont celles-ci, c'est-à-dire flèche de tension EI, cette fois de sens opposé. Le voltmètre est donc à brancher ainsi pour mesurer U de L2. On réalise le branchement et on lit bien une tension positive de 6 volts. Un branchement identique aux bornes de L1 donnerait une mesure identique. Remarquons qu'on retrouve bien l'égalité de tension aux bornes de dipôle placées en dérivation. L'intérêt de mesurer les intensités et les tensions du circuit est de pouvoir calculer les puissances électriques, qu'elles soient fournies par le générateur ou bien reçues par les lampes, grâce à la formule P égale U fois I, où U la tension dans la bonne convention récepteur ou générateur, est en volts, I en ampères et la puissance alors en watts. Appliquons la formule pour calculer la puissance Pg fournie par le générateur. Pg est égal à U fois I avec U la tension en convention générateur, soit Ug, soit numériquement 7,8 watts de puissance fournie par le générateur. La formule est la même pour calculer les puissances reçues par chacune des deux lampes, avec comme tension celle en convention cette fois récepteur, soit UL1 et UL2. Et on trouve numériquement une puissance reçue de 6 watts par L1 et de 1,8 watts par L2, qui sont d'ailleurs leur puissance nominale. Les deux lampes sont donc dans leur fonctionnement normal. D'autre part, l'expérience montre bien que la puissance fournie est égale à la somme des puissances reçues par chacune des deux lampes. Et donc, on retrouve bien que la puissance électrique et donc l'énergie électrique se conservent dans un circuit électrique. En effet, la puissance qui est un débit d'énergie est donc reliée à l'énergie par la formule P égale E, l'énergie reçue ou fournie en joules, divisée par delta T, la durée de fonctionnement en secondes, et P est alors en watts. Formule équivalente à E égale P fois delta T, qu'on se propose d'appliquer ici
à la lampe L1 pour calculer l'énergie qu'elle reçoit en 20 minutes, maintenant que l'on connaît la puissance qu'elle reçoit de 6 watts, soit une énergie reçue de 6,0 watts fois 20 minutes fois 60 pour la conversion en secondes, ce qui donne 7,2 10 puissance 3 joules qui font 7,2 kJ. Une unité usuelle pour compter l'énergie est le wattheure. Ainsi, cette batterie au lithium d'un portable indique l'énergie totale disponible après une charge complète, soit 7,98 Wh. Wattheure est bien une unité d'énergie, ce qu'on vérifie avec la formule E égale P fois delta T, où P étant watt et delta T cette fois en heure. Un watt-heure correspond donc à l'énergie transformée en une heure avec un débit de 1 watt. Et pour avoir la correspondance en joules, on utilise la même formule, mais à condition de ramener delta T cette fois en secondes, soit 3600 secondes pour une heure. Et finalement, 3600 joules dans un wattheure. L'énergie disponible dans la batterie peut donc être convertie en joules en multipliant les wattheures par 3600 joules, soit 2,87 10 puissance 4 joules, qui font 28,7 kJ. Les conducteurs du circuit électrique, les fils comme le filament de l'ampoule, chauffent. Et c'est d'ailleurs la température très élevée du filament qui est à l'origine de son incandescence, c'est-à-dire de l'émission de lumière. Et pour comprendre l'origine de cet échauffement, il faut observer les conducteurs à l'échelle microscopique, où l'on voit que les porteurs de charge qui font le courant électrique circulent en sens opposé au sens conventionnel, car ces porteurs de charge sont des électrons de charge négative avec petit e la charge élémentaire. De fait, les électrons qui sont attirés par la borne plus du générateur circulent en sens opposé à grand I qui en sort. L'intensité grand I traduit macroscopiquement cette circulation de charge à l'échelle microscopique et elle mesure plus précisément le débit de charge électrique, ce que traduit la formule I égale valeur absolue de la charge électrique en coulomb divisé par la durée de circulation delta T en secondes, et grand I est en ampères. Et donc une intensité de 1 ampère signifie qu'une section grand S ici du conducteur est traversée par une charge de 1 coulomb par seconde. Relation équivalente à charge égale I fois delta T qu'on applique pour calculer la charge qui traverse la section grand S du fil pendant 20 minutes. On applique la formule de la charge avec I qui vaut 1 ampère et on convertit les 20 minutes en secondes, soit 20 fois 60, ce qui donne une charge de 1,2 10 puissance 3 coulombs. Et si l'on veut connaître le nombre d'électrons qui traversent la section pendant 20 minutes, il suffit de diviser la charge totale par la charge d'un électron en valeur absolue, soit un nombre d'électrons de 7,5 10 puissance 21. Ces électrons doivent en réalité circuler au travers des atomes du matériau conducteur en agitation thermique permanente. Et donc ces atomes exercent comme des forces de frottement et donc une résistance à leur circulation. Les électrons perdent alors de l'énergie qui se retrouve à l'échelle macroscopique sous forme de chaleur, c'est-à-dire d'énergie thermique. Tous les conducteurs qui sont caractérisés par une résistance petit r sont donc le siège de la conversion d'énergie électrique en énergie thermique. Cette conversion est appelée effet Joule, qui est donc omniprésent dans tout appareil électrique comme un grille-pain où il est recherché, ou encore la carte mère d'un ordinateur où cette fois, n'étant pas désiré, un ventilateur évacue l'énergie thermique. La particularité d'un conducteur ohmique est que sa résistance grand R est constante et cela quelle que soit l'intensité grand I du courant, ce qui n'est pas le cas de la résistance électrique d'un grille-pain. Et dans ce cas, la loi d'Ohm énonce que la tension aux bornes du conducteur ohmique en convention récepteur est proportionnelle à I et la résistance grand R est la constante de proportionnalité. Le conducteur ohmique, uniquement le siège de l'effet Joule, convertit donc intégralement la puissance électrique reçue en puissance thermique, qu'on peut appeler de fait puissance Joule. La puissance Joule est donc égale à la puissance électrique reçue, soit UR fois grand I, et en remplaçant UR par RI, on trouve
une puissance joule dissipée dans un conducteur ohmique égale à RI carré, c'est-à-dire proportionnelle au carré de l'intensité du courant qui le traverse. Mais l'effet Joule se manifeste même dans une pile. Pour le voir, faisons les expériences suivantes. Tout d'abord, mesurons la tension au banc de la pile à vide, c'est-à-dire hors circuit, tension notée grand E. Et on trouve une tension de 1,5 volts. L'indication de tension qui figure sur la pile correspond à cette tension à vide et qui est appelée également force électromotrice. Maintenant, mesurons la tension au bord de la pile, mais cette fois-ci quand elle débite un courant dans une ampoule. Un ampèremètre permet de mesurer en même temps l'intensité du courant, qui est ici de 0,28 ampères. Mais la chose remarquable est que la tension au bord de la pile a subi une chute de tension, et cette chute a pour origine une perte d'énergie qui est justement due à l'effet Joule. Ce que traduit maintenant le terme -RI à rajouter dans l'expression de UG, et qui rappelle la loi d'Ohm, avec petit r appelé ici résistance interne de la pile. Le moins est là pour traduire la chute de tension par rapport à la tension à vide grand E. Les mesures réalisées permettent d'accéder à la résistance interne de la pile. Grâce à l'expression de UG, on isole petit r, soit petit r égale à E moins UG divisé par grand I. On remplace par les valeurs numériques. Grand E qui vaut 1,5 volts, UG égale à 1,2 volts, divisé par 0,28. 1,5 moins 1,2, cette différence est égale à 0,3 avec une décimale comme 1,5 et 1,2, divisé par 0,28, soit une résistance interne avec un chiffre significatif comme 0,3, soit une résistance interne de 1 ohm, et qui est donc la résistance interne de la pile et responsable de la chute de tension à ces bornes. Pour résumer, on peut modéliser une pile dont la tension dépend de l'intensité du courant par une association série d'une source idéale de tension constante, grand E, et d'un conducteur ohmique de résistance petit r. E et R, qui sont les deux caractéristiques de la pile, peuvent être déterminées expérimentalement, comme on l'a vu avant. Nous allons enfin pouvoir évaluer le rendement de conversion réalisé dans la pile dans ce circuit où elle permet d'éclairer l'ampoule. Rappelons que c'est l'énergie stockée sous forme chimique dans les réactifs de la pile qui va être convertie utilement en énergie et donc en puissance électrique fournie au circuit. Mais nous savons maintenant que la conversion s'accompagne d'une perte de puissance par effet Joule. Puissance Joule que nous pouvons maintenant évaluer grâce à l'expression établie précédemment. Puissance Joule égale RI carré. On remplace les valeurs numériques, R 1 ohm et une intensité de 0,28 ampères. Et une puissance Joule a un chiffre significatif comme 1 ohm, soit 0,08 watts. On peut également évaluer la puissance électrique fournie par la pile. Puissance égale par définition à UG fois I. UG est égal à 1,2 volts et I 0,28 ampères, soit une puissance électrique à deux chiffres significatifs, soit 0,34 watts. Le rendement de la conversion réalisée par la pile est noté état est par définition le rapport de la puissance utile sur la puissance reçue, mais la puissance reçue n'a pas encore été évaluée. Or, d'après le principe de conservation de l'énergie, elle est égale à la somme des deux puissances converties, soit 0,42 watts. Le rendement est donc égal au rapport 0,34 watts sur 0,42 qui vaut 0,81, soit 81% de rendement. Ce qui signifie que seuls 81% de la puissance chimique de la pile est convertie utilement en puissance électrique fournie au circuit. Pour conclure, il faut savoir écrire et représenter les tensions en convention générateur ou récepteur, savoir que l'intensité est un débit de charge, savoir que la puissance fournie ou reçue est égale au produit U fois I, savoir que la puissance est un débit d'énergie, savoir que dans tout circuit il y a conservation de l'énergie et de la puissance, que dans un conducteur ohmique, uniquement siège de l'effet Joule, il y a conversion intégrale de la puissance électrique reçue en puissance thermique, un terme de la forme RI carré. Qu'une pile, qui est aussi le siège de l'effet Joule, est caractérisée par une résistance interne petit r.
Et enfin, savoir évaluer le rendement d'un convertisseur d'énergie sur le modèle de la pile.